Merci de m'accueillir à l'atelier de numérisation de la ville de Lausanne. Merci pour l'invitation. J'ai pensé vous parler aujourd'hui je pensais vous parler de ma pratique artistique. Et puis peut-être, ce qui me semblait le plus cohérent, c'était de vous parler de comment je suis passée de la photographie, disons, classique, de ma pratique de la photographie classique que j'ai pratiquée depuis la sortie de l'école de photographie de Vevey quand c'était en 2000, jusqu'à peu près en 2011, 2010, 2011, et puis de ma nouvelle pratique artistique qui est associée pour moi à la photographie, qui est comme une espèce d'évolution un peu naturelle, mais qui va se diriger un peu plus maintenant du côté de la performance. Et pour moi, les deux choses sont complètement liées. Alors comme je l'ai dit avant, et vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que des fois je parle, mais voilà. J'ai étudié la photo à l'école de Vevey. J'ai fait une année d'apprentissage traditionnel, où on avait beaucoup de cours, disons, très techniques, de studio, des choses comme ça. Et puis comme j'avais déjà mon bac, j'ai pu passer dans une nouvelle section qu'ils ont ouverte juste après mon arrivée à l'école de Vevey, qui s'appelait Formation supérieure en photographie, qui était une formation, et qui est toujours une formation un tout petit peu plus orientée beaux-arts, on va dire. Mais avec quand même pas mal de cours techniques, pas que de l'art, mais aussi des photographies de pub, etc. Mais on rencontrait quand même pas mal d'artistes. Mais moi, j'avais jamais eu une vocation artistique. Je crois pas que c'était un fantasme. Ça m'a toujours fait rire parce que des fois on parle avec des artistes, il y a des fois des gens qui disent oui, mais moi déjà à 3 ans et demi, je faisais de la photographie, ou j'étais déjà très forte en dessin. Et puis moi, alors pas du tout. Je crois que quand j'étais enfant et ado, j'avais pas l'impression d'avoir de talent particulier, ni même un talent visuel. J'ai une amie qui elle, s'est toujours considérée un peu comme un œil, ça veut dire elle voit les choses, elle photographie tout. Mais moi, je peux très bien oublier de faire des photos. Ça veut dire des fois même, il y a des situations où je devrais prendre des photos et j'en fais pas. J'ai un côté comme ça où je peux me déconnecter un petit peu de cette capacité visuelle. Et Vevey, j'avais été, pour ainsi dire, un peu attirée là-dedans parce que des amis à moi avaient fait des photos quand elles étaient à l'école secondaire, au cours facultatif de photographie. Et j'avais trouvé ça très beau et j'étais un peu jalouse. Et moi, à l'époque, je faisais pas du tout de photographie, je faisais un peu d'improvisation théâtrale, mais je vais y revenir à ça, parce que finalement, je me dis que c'est peut-être un petit peu lié à ce que je fais maintenant. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas la photographie, mais c'était un peu étrange comme choix, parce que on peut pas dire que je passais mon temps à faire des photos. Et je m'étais dit, si la photographie, ça marche pas, si j'arrive pas à entrer à l'école de photographie de Vevey, je fais médecine. Pour dire dans le genre très très éloigné, je regrette pas mon choix parce que je crois pas que j'aurais été capable de faire des études de médecine. Je pense que c'était un peu trop, il fallait être trop sérieux trop sérieuse pour ça. Donc j'entre à l'école de photo de Vevey, je fais une année d'apprentissage, je passe dans cette nouvelle section et là on rencontre pas mal d'artistes internationaux, même Helmut Newton qui était venu quelques jours, donc des gens des fois parfois très connus, parfois moins, locaux, internationaux. Et là, je me rends compte que j'aime quand même bien faire des choses un peu plus libres que simplement la photographie, un peu aussi, que j'aime bien aussi, hein, être très technique qu'on nous avait apprise en première année. Mais je peux pas dire que je ressens une vocation artistique. J'ai, à cette époque-là, fait beaucoup d'autoportraits, pour des raisons presque un petit peu, on va dire, presque thérapeutiques. J'ai vécu le décès de ma mère à cet âge-là, qui était assez difficile parce que j'étais jeune, et j'ai fait beaucoup d'autoportraits un peu, on peut pas dire que c'était trash, mais des images un peu où je me mettais en scène, puis qui, je pense, m'aidaient un petit peu à évacuer la douleur du deuil. C'était pas trop pathologique, c'était pas que je me mettais à pleurer devant l'objectif ou comme ça, mais bon, c'était pas très drôle, quoi, il faut quand même le dire. Mais j'ai déjà eu donc beaucoup cette pratique de me mettre devant l'appareil. Et c'est comme si j'avais toujours su, et je crois que je le fais encore, me mettre en scène moi, mieux parfois que mettre en scène quelqu'un d'autre. Je sais bien faire des portraits pour la presse ou comme ça, mais dans mon travail artistique, j'ai de la peine à diriger quelqu'un d'autre autant que de me diriger moi. J'ai toujours trouvé ça plus pratique
Je sais exactement où il faut que je me pose, je sais exactement... je sais bien me mettre devant un appareil, quoi. Donc je faisais beaucoup de photos en noir et blanc, à l'époque avec un Hasselblad, format carré, avec du film, hein, parce que bien sûr on n'était pas encore dans le numérique. J'étais juste dans la période de transition à l'école de photo de Vevey. On a tout commencé en film et on a fini avec plus de numérique, mais c'était, je pense, bien d'être à cette période-là, parce qu'on a appris les deux choses. Et ces photos-là, je les renie pas, mais maintenant elles me paraissent un petit peu scolaires, disons, elles me paraissent un peu jeunes. Mais voilà, je me photographiais dans la nature, toute seule, quelque chose d'un petit peu solitaire comme ça. Et puis après, j'ai fait donc 3 ans d'études comme ça, 3 ans dans cette section. À la fin de la 2e année, on a rencontré un photographe qui était assez connu dans les années 90, qui l'est encore un peu, qui est un photographe finlandais qui s'appelle Arno Minkinen. Et qui est un photographe qui fait encore aussi que des autoportraits. Mais lui, il photographie pratiquement que son corps qui se mélange à la nature. Ça veut dire, il va trouver une situation, il va photographier la mer, puis il va se coucher sur 2 rondins de bois, la tête et les pieds, puis son corps va faire comme une planche qui va finalement se perdre dans l'horizon, dans le paysage. Donc son corps se perd un peu dans les paysages, comme ça, sa main qui vient derrière un arbre. Enfin, c'est quelque chose d'assez organique, qui marchait bien dans les années 90, qui avait son petit succès comme ça. Et c'est un prof qu'on a eu qui est venu assez souvent à Vevey. Et lui m'a beaucoup encouragé, enfin nous a beaucoup encouragé à avoir une pratique libre comme ça. Et grâce à lui, je pense que pour la première fois vers la fin de la 3e année, donc juste avant de passer le diplôme de cette école-là, j'ai commencé à avoir une pratique où je me suis dit, tiens, ça pourrait être considéré comme de l'art, mais pour moi c'était encore très timide. Et c'est un peu arrivé par hasard. Je me baladais en essayant de trouver des idées pour mon diplôme, et j'étais à Vevey, et je marche à côté du débarcadère de Vevey. Je ne sais pas si vous voyez où il est, derrière les galeries du Rivage, donc un débarcadère quoi, très, très suisse. Il n'y avait pas trop de monde, la lumière était pas mal, et je pose mon appareil, on voit le débarcadère, d'un peu loin comme ça, je suis pas tout près, hein. Il y a un petit peu de recul, et j'ai une idée comme ça, un peu instinctive, je vais me mettre sur le ponton au bout du débarcadère, et je prends une position que je peux pas vous montrer, parce que si je me lève, la caméra va plus me voir. Mais je prends une position tout au bout du ponton, comme si j'allais sauter dans l'eau, en tenant ma jupe comme ça. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ce geste-là, je tiens ma jupe, je suis au bord du ponton, et on dirait que je vais sauter. Enfin, on pourrait penser que je vais sauter ou que je regarde l'eau. Mais dans la photo est grande comme ça, il y a tout le débarcadère, je suis petite comme ça. Donc on me reconnaît pas particulièrement, mais on voit un petit personnage dont la hauteur est à peu près à 1/3 de la hauteur de l'image. Je développe la photo, encore à l'époque, hein, je développe, et je me dis, ah tiens, là, peut-être que c'est pas mal, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette série de photos. Après, j'en ai fait un peu plus pour le diplôme, où à chaque fois, je me suis prise en photo dans des grands espaces. Toujours des espaces plutôt vides, et des espaces sur lesquels je tombais souvent un peu plutôt par hasard. Ça veut dire en conduisant, en allant d'un endroit en autre en voiture, tout d'un coup, bam, je tombais sur un endroit qui me plaisait, et je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire dans cet endroit? Parce que l'idée, c'était toujours de produire une sorte de geste. C'est pas juste de rester tout debout devant le lieu, mais de trouver une manière de faire un lien entre ce lieu et moi-même, d'une certaine manière. Et puis j'ai développé au fil du temps toute une espèce de petite attirail de gestes, de gestuels, toujours aussi un peu lié à l'enfance, je crois, ou à une sorte de jeu, à des histoires un petit peu, pas forcément amusantes, mais ouais, l'idée du jeu, où par exemple dans une image on me voit devant un mur en train de faire comme ça avec mes doigts, dans une autre image je fais une ombre chinoise sur un mur, donc des petits gestes.
Puis ça, j'ai fait pendant assez longtemps. J'ai construit une série d'images que j'ai appelée Mobile, qui faisait référence vous savez, aux mobiles d'enfants, avec un peu cette idée que c'était des images qui n'avaient pas un discours intellectuel fort, qui disaient pas grand-chose sur la société, mais qui disaient pas grand-chose non plus très fortement sur moi. Ça veut dire que beaucoup de gens ne remarquent pas que c'est moi dans ces images. Ou alors ils le remarquent quand ils me rencontrent. Mais il y a des gens qui voient ces images dans des galeries puis qui pensent que c'est des personnages différents parce que j'ai pas toujours la même coupe de cheveux, j'ai pas toujours les mêmes habits, etc. Et donc j'ai construit cette série qui s'appelle Mobile avec cette idée que c'était des images qui flottaient un petit peu. Ça veut dire on pouvait les regarder, y revenir. C'était un peu comme une espèce de monde flottant. Et ben, j'ai eu de la chance parce que ces images-là ont finalement été un peu remarquées. Et en 2002, j'ai eu ma première exposition de groupe dans une galerie à Paris, qui s'appelle la galerie Esther Fördehoff, qui est une galerie qui est tenue par une femme suisse, mais qui habite à Paris. Et en 2000, je pense en 2003-2004, me propose ma première exposition seule dans sa galerie, avec cette série-là. Et donc cette série, vous pensez qu'elle contient à peu près entre 30 et 40 images, principalement des autoportraits donc, principalement toujours ce rapport entre moi petite et l'espace qui est grand, mais aussi un peu des objets, des fois aussi des espaces vides pour donner un petit peu de respiration à l'ensemble, parce que s'il y a toujours une personne dans chaque image, chaque image, une personne, il y a quelque chose d'un tout petit peu répétitif, donc j'ai cassé la série avec d'autres images sans personne dedans. Et j'ai eu de la chance de pouvoir exposer ça, d'en vendre, ce qui était, faut dire, assez agréable. À Paris Photo, j'ai même appris que j'en avais vendu à Thierry Lhermitte, ce qui m'a fait beaucoup rigoler. Et voilà, j'ai eu mon petit succès avec cette série d'images que j'ai faite sur une petite dizaine d'années. Je travaille pas très, enfin en tout cas à cette époque-là, je travaillais pas très rapidement. Ça veut dire que c'était pas quelque chose que je faisais du tout tous les jours, parce que le temps que je trouve un lieu qui m'intéressait, des fois j'en trouvais pas pendant longtemps. Et puis comme à côté, je travaille aussi comme photographe pour des magazines. Principalement, je fais du portrait. J'en fais encore maintenant. Et ben, pas toujours facile de trouver le temps, pas toujours simple. Alors c'est surtout des images que je faisais beaucoup quand je partais en vacances avec le père de ma fille. Comme on est les deux photographes, on partait en vacances et puis on prenait nos appareils, nos trépieds et on trouvait des endroits. Puis moi je faisais mes trucs, lui il faisait ses trucs. C'était une chouette manière de passer ses vacances en fait, de faire ce genre d'image-là. Et puis après c'est vrai que j'ai eu une fille en 2006. Ce qui radicalise un peu, enfin ce qui change un peu radicalement la manière de travailler, parce qu'on peut plus travailler de la même manière, on n'est plus aussi libre en termes d'emploi du temps. Mais j'ai continué à travailler en fait, à faire cette série, et d'autres aussi. Et en 2010, j'ai senti que je commençais un petit peu à m'essouffler. C'est-à-dire j'avais l'impression que je répétais une recette que j'avais bien apprise. Et c'était aussi compliqué, c'est là que j'ai aussi vu que... C'est là que j'ai aussi un peu mieux compris les histoires de marché de l'art, où je me suis dit, mais en fait, ma galerie, si elle pouvait en avoir tout le temps qui venait de ces photos, elle serait ravie parce qu'en fait, elle pourrait les vendre. Donc pour elle, c'était pas très important que le travail évolue, mais plutôt que la production se renforce. Et je pense que plus je lui en aurais livré, plus elle aurait pu en vendre. Donc théoriquement, j'aurais pu continuer à en faire. Mais moi, j'avais l'impression que je perdais un petit peu de fraîcheur et que je savais plus trop pourquoi je faisais ça. Et un autre truc qui m'a beaucoup posé question, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises venaient vers moi en me demandant, et j'acceptais souvent pour des raisons financières, en me demandant de produire ce même genre d'image pour eux, pour des histoires commerciales. Puis là, des fois, ça devient un petit peu ambigu, parce que finalement, on ne sait plus trop pourquoi on fait ces images. Est-ce que c'est de l'art ou pas, déjà? Est-ce que c'est de la pub ou est-ce que c'est de l'art? Mais quand on vous demande de faire des photos qui ressemblent beaucoup à votre production artistique, mais qui finalement sont utilisées pour le Crédit Agricole, pour leur site internet, à quel moment il y a un dérapage? Alors que ça n'a pas été simple.
En même temps, je peux pas cracher dans la soupe, ça m'a fait gagner ma vie, ce qui est pas négligeable, mais jusqu'où ça pouvait aller, je sais pas. Mais finalement, j'ai senti un peu un essoufflement. J'avais de la peine à trouver du temps pour travailler pour moi, parce que je devais m'occuper de ma fille, forcément, et de mon travail. Et je me suis un peu lancé une sorte de défi. Je me suis dit, ok, tu fais un master, tu recommences des études. À 35 ans, c'était quand même un peu tardif, hein. Si tu as une bourse d'études, tu y vas. Et sinon, ben, tant pis, quoi. Alors, j'ai essayé d'entrer à la HEAD à Genève, dans un master d'art qui regroupait tout le monde, hein, c'était pas que les photographes. Et je suis entrée, et j'ai eu une bourse d'études, et j'ai fait 3 ans d'études que j'ai terminées il y a 6 mois. Et en me disant, si ça marche, si tu as une bourse d'études, si tu as moins besoin de travailler, ben c'est une parenthèse comme ça que tu prends pour te reconcentrer sur ta pratique artistique. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand je suis arrivée là-bas, je me rappelle que la première impression que j'ai eue, c'était que j'étais dans une école de chinois. Parce que, en fait, une école de photographie et une école d'art, tout médium confondu, c'est pas du tout la même chose. Et pour moi, d'ailleurs, ça se confirme. Parce que maintenant que je suis enseignante à l'école de photo de Vevey, je trouve vraiment que c'est deux mondes qui communiquent quand même assez difficilement. Il y a des écoles de photographie spécifiquement, des écoles d'art où il n'y a pas beaucoup de photographie, puis les deux mondes ont de la peine à parler ensemble. Et j'avais vraiment l'impression de tomber dans une école de mandarin, et je comprenais pas de quoi on parlait. Et ça a été un choc assez fort. C'était une autre manière de penser l'art. Et je me souviens que un des premiers soirs où je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon compagnon, ouais, mais bon, j'étais perdue, hein, faut vraiment dire ce qui est, donc c'est pas une vraie critique, mais j'ai dit, je comprends rien, j'y arriverai jamais. Et de toute façon, ils font tous des trucs bizarres, et moi, tu entends, jamais je ne ferai de la performance, jamais. Et 6 mois après, je faisais de la performance. Et j'arrive là-bas. Et j'ai tout d'un coup, j'ai assez rapidement l'impression, non pas que je veux abandonner la photographie, ce qui n'a jamais été complètement le cas, mais qu'il faut que je profite de cet endroit-là pour essayer des nouvelles choses. Parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup de bons profs de photographie dans cette école. C'est pas réputé pour la photographie, cette HEAD. En tout cas, ça ne l'était pas à ce moment-là. Et je me dis, il faut que je fasse des trucs. Et puis on verra pour la photo plus tard, mais autant essayer des trucs que j'ai jamais fait. Alors j'ai essayé de faire un petit peu de vidéo, ça m'a assez plu, j'aime bien la vidéo, mais quelque part c'était presque encore un peu trop proche de la photo. Ça veut dire que je restais, on va dire, dans une zone de confort avec la vidéo, même si il y a le temps, il y a le son, etc. Il y avait quand même quelque chose, je restais dans des cadrages qui étaient un petit peu similaires à ceux que je faisais avant, donc c'était un petit peu trop simple de faire de la vidéo. Et un jour, un peu par hasard, je ne vais pas raconter toute l'histoire, je me rends compte que ce que je pourrais faire je commence une pratique un peu par hasard, que je continue encore maintenant, qui consiste à enregistrer des histoires. Ça veut dire que je m'achète un petit enregistreur et au lieu de photographier des gens avec qui j'avais rendez-vous, des femmes que je devais photographier normalement, tout d'un coup je prends le contre-pied et je leur dis, ben non, je ne vais pas te photographier dans la situation que j'avais prévue, je vais te demander de me raconter ton expérience et de voir si ça produit des images aussi. Donc je commence comme ça, au début avec ça je fais une espèce de vidéo, mais j'enregistre 2 femmes qui me racontent des histoires et je leur demande à ce moment-là, et pour moi ça c'est presque un peu photographique aussi, je leur demande au moment où j'enregistre ces histoires avec mon enregistreur, donc on sait que le son, hein, je leur demande presque de fermer les yeux et de se rappeler de la situation qu'elles me racontent, de se faire une image mentale de la situation qu'elles me racontent et de me la décrire. Et ça a toujours été le cas depuis que j'ai commencé à enregistrer des histoires comme ça. Je demande aux gens de pas... C'est bizarre, hein, c'est un peu un truc instinctif comme ça. Je leur demande pas de me décrire leurs sentiments, leurs sensations. C'est-à-dire que je m'intéresse pas tellement à c'était bien, c'était agréable, c'était désagréable, mais plutôt de me décrire les actions et le décor, ce qui se passe. Un peu comme si on pouvait revivre une aventure
en fermant les yeux, et juste décrire comment on la vit. Donc, avec ces récits, au début, je fais des espèces de vidéos. Bon, c'est pas encore super. Et puis un jour, j'ai ma première idée de performance qui consiste à enregistrer une histoire, à la mettre, cette histoire, je l'ai pris ça avec moi, comme ça je peux vous montrer, oups, à mettre cette histoire, ce son donc, dans un petit pod. Et grâce à ça, brancher ici, réécouter le récit qu'on m'a raconté. D'ailleurs, j'en ai un ici, je pourrais même le réécouter en live. Réécouter ça, et puis automatiquement le répéter. Donc faire une répétition à je sais pas combien il y a, une demi-seconde, même pas, de décalage, et répéter des histoires. Et dans cette performance, l'idée que j'ai, c'est de faire ça. C'est donc devant un public, composé à l'époque juste d'un jury, c'était pour les jurys de fin d'année à l'école à Genève. Donc je décide de faire ça devant un jury, et en même temps de mettre au mur, accrocher au mur, des images qui sont liées aux histoires. Ça veut dire que là, les histoires que je raconte, ces histoires que ces femmes m'ont racontées, sont des histoires qui se passent dans des chambres d'hôtel, dans une voiture et dans une salle de conférence. Et j'ai été faire des images de ces endroits qui sont vides, donc une voiture vide, une salle de conférence vide et une chambre d'hôtel vide. Et c'est vraiment les endroits réels où ça s'est passé, où se sont passées ces histoires. Et au moment où je fais la performance, où je raconte, eh ben, devant le public, j'agrafe les images qui sont très grandes au mur. Clac, 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 j'en mets. Et à la fin de la performance, eh ben, les gens, ils ont entendu l'histoire, ils ont eu un décor en photographie. Et la question, c'est est-ce qu'ils se représentent leur propre image de ce qui s'est passé? C'est vraiment ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'image, à l'aide du récit et de mes propres images, est-ce qu'on peut créer une troisième image qui est l'image mentale du spectateur? Donc ça, c'est la toute première performance, ça dure 10-15 minutes comme ça. Et sur le moment, ça me remplit de bonheur de faire ça. Vraiment, j'ai pas du tout d'expérience. Faut vous imaginer, je me considère pas du tout comme une performeuse à ce moment-là. Mais tout d'un coup, je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai de nouveau une excitation à produire quelque chose. Je faisais le lien avant en vous disant que j'avais fait de l'improvisation théâtrale à l'école, donc j'ai jamais fait vraiment du théâtre. Mais j'avais déjà ce plaisir à l'époque là d'être devant un public et puis de parler et de prendre le risque en fait de le faire aussi. Ça veut dire, ça me fait peur, mais j'ai toujours réalisé que quand j'étais devant des gens, comme aujourd'hui par exemple, c'est un peu impressionnant au début, mais après je me sens bien à parler à des gens, etc. J'ai pas d'angoisse j'ai pas un trac qui dure des heures, j'ai peur, mais après ça va. Une fois que je suis sur scène ou devant des gens, ça va. Et donc je me dis, à ce moment-là, je dis, tiens, ce truc avec l'improvisation, c'est peut-être aussi un truc, ça veut dire, il y a peut-être quelque chose là. Et voilà, je fais cette première performance, ça marche plutôt bien, en tout cas les gens qui l'ont vu m'en disent plutôt du bien. Et depuis, donc ça fait 3 ans, j'ai développé, là j'en suis à 6 performances, j'ai fait la dernière vendredi passé. 6 performances, dont 5 ont été des performances toujours avec ce principe-là de l'oreillette. Et toujours environ 15 minutes, sauf une plus grande que j'ai faite dans un festival de théâtre qui s'appelle Le Phare à Nyon, où j'ai fait 35 minutes sur scène. C'était aussi la première fois que j'ai fait un travail sur un plateau et non pas dans une salle dédiée à l'art, disons, aux arts visuels. Et petit à petit, c'est devenu une pratique, c'est devenu ma pratique, c'est quelque chose que je m'approprie de plus en plus. Et j'ai toujours continué à avoir ce principe où je raconte une histoire, et c'est toujours des histoires différentes, tout en manipulant des images. Alors, parfois, je raconte une histoire et je branche un projecteur vidéo, puis je projette une vidéo sur un mur.
Parfois, je déroule des images par terre. Et là, vendredi passé, la dernière performance que j'ai faite, je peux peut-être raconter celle-ci puisque c'est la dernière. J'ai raconté 2 histoires entremêlées. Donc je les ai mélangées. Je commence avec une histoire, puis au milieu j'interromps avec une autre, et je continue avec la première histoire, etc. Donc c'est un peu mélangé, mais je crois qu'on arrive quand même à s'y retrouver quand on est spectateur. J'ai enregistré le récit de ma tante vietnamienne qui m'a raconté comment elle a fui le Vietnam en bateau pour aller dans un camp de réfugiés en Malaisie. Donc ça, c'était il y a longtemps, hein, en 78-79, au moment où la chute de Saigon, les communistes prennent le pouvoir, et ma famille, toute ma famille est partie parce qu'ils étaient plutôt du côté américain et avant même du côté français, donc c'était pas du tout des pro-communistes. Et donc j'ai enregistré cette histoire-là il y a quelques mois. Et j'ai aussi enregistré un deuxième récit qui est beaucoup plus étrange cette fois-ci, qui est le récit de la femme rom qui mendie en bas de chez moi. Et qui parle un français complètement assez incompréhensible. Mais ça m'intéressait de m'attaquer à ça, justement, de voir qu'est-ce que ça fait de répéter le récit de quelqu'un qui parle pas une langue, pas sa langue maternelle. Et qui parle une espèce de français arrangé, comme ça, appris sur le tas. Et si j'ai décidé d'aller dans ce côté du côté des histoires de migration, c'est parce que je crois que tous mes récits d'avant, même s'ils parlent pas de la migration, parlent tous d'une espèce de perte, déplacement, comment se perdre, se retrouver, il y a toujours un peu ça en commun. Et donc, dans la performance, comme d'habitude, avec ce petit outil-là, c'est peut-être pas mon outil de travail principal, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup, on me voit dans une salle d'exposition à Lausanne répéter ces récits. Et en même temps, j'avais produit pour l'exposition des photographies. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait aussi autant de photos, vraiment des photos. J'avais beaucoup fait de choses avec des petites vidéos, des photos qui n'étaient pas à moi, mais là j'ai vraiment fait une série d'images, il y en a 7, qui sont exposées dans le lieu, et qui ont comme point commun, enfin si on peut dire ça, de ne pas en avoir. Ça veut dire qu'elles ne sont pas illustratrices du récit. J'ai pas été photographier des photos au Vietnam ou en Malaisie, hein, qu'on soit d'accord. J'ai pas photographié la mendiante rome, j'ai pas photographié ma tante, donc je ne représente pas l'histoire ni les protagonistes de l'histoire. Mais j'ai produit des images qui n'ont pas de point commun, si ce n'est que je pense, peut-être que ça marche, que au moment où je raconte mon histoire devant ces images, le spectateur peut projeter les histoires dans l'image. Alors par exemple, il y a quoi comme image? Il y a une photo de ma fille. Il y a une photo de ma fille, et pour moi, la photo de ma fille, c'était quoi? C'était un peu l'idée de l'héritière. Ça veut dire, ma fille est née ici, elle est un quart vietnamienne, elle n'a pas du tout vécu, moi non plus, j'ai pas vécu la fuite de ma tante, bien sûr, hein, mais elle est spectatrice d'une histoire qu'elle n'a pas vécue. Et donc, c'est une photo de ma fille où elle est très sérieuse, où elle regarde comme ça le public sur fond noir. C'est une photo un peu dure, comme ça, de ma fille, hein, c'est pas une photo mignonne. Il y a une photo d'un livre ouvert avec des pages blanches. Il y a une photo de mon ordinateur avec, au milieu de mon ordinateur, de mon écran d'ordinateur, un paysage de Caspar Wolf, donc un paysage romantique suisse. Il y a un dos, la peau, et il y a la frontière entre la Suisse et la France au milieu du lac. Donc c'est des images qui a priori n'ont rien à voir avec ces histoires. Et pendant la performance, j'avais un petit projecteur, un projecteur sur pied, projecteur de cinéma, et au moment où je racontais ces histoires, toutes les 2-3 minutes, je bougeais dans la salle et j'allais éclairer une des images avec le projecteur. L'ambiance de la salle était un tout petit peu sombre, tout petit peu, ce qui fait que quand une image était éclairée, elle était quand même beaucoup plus visible. Et donc je me balade comme ça pendant la performance, en train de parler, je m'arrête devant une image, je règle le projecteur, je me mets à côté de l'image, je raconte l'histoire pendant 2-3 minutes. Après, je bouge vers une autre image. Et puis, je suis plutôt contente du résultat. J'ai l'impression que maintenant, je commence à un peu plus maîtriser mon truc de performance, parce qu'avant, au début, c'était très balbutiant. Et aussi à accepter
et ça pour moi c'est très nouveau, le fait que ça devient du théâtre aussi. Il y a de la photographie, mais ça devient du théâtre. Et que si ça devient du théâtre, il faut donc en accepter la dramaturgie et le fait que ça nécessite de penser au développement du temps, au développement dans l'espace, à la position du corps, à la voix, à toutes ces choses qu'on ne pense pas quand on est photographe, auxquelles on ne pense pas quand on est photographe. Parce que quand on est photographe, on est quand même toujours limité dans ce temps de pause, qui peut parfois être un peu long, hein. Ok, on peut aller dans des temps de pause qui vont à plusieurs secondes, mais... Et là, tout d'un coup, de faire de la performance, ça engage le temps même si c'est que 15 minutes, et comment on amène le spectateur dans ce temps-là. Et moi, je suis vraiment assez contente d'être un peu dans cet entre-deux maintenant. Ça veut dire que je me trouve à une place ou à un endroit où, en fait, je me rends compte que j'aime bien, parce que je crois que c'est toujours lié à la photographie, mon histoire. C'est toujours lié aux images. Je pourrais pas m'imaginer, et j'ai pas vraiment envie de faire de la performance où il y aurait pas un rapport aux images. Alors peut-être que je dis ça et que dans quelques années je le ferai, mais je crois que c'est ce qui fait que les gens apprécient mon travail maintenant, c'est que ça reste d'une certaine manière lié à la photographie, qui est quelque chose que je maîtrise quand même un petit peu. Alors que tout ce qui est l'aspect théâtral, performance, je le maîtrise un peu mieux maintenant, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais le fait d'amener dans ce milieu de la performance et du théâtre quelque chose que les gens connaissent moins, hein, la photographie, l'image sur scène ou comme ça, et ben je crois que c'est ça qui rend mon travail maintenant intéressant. Pour aussi ces histoires que j'ai racontées dans cette dernière performance, je crois que là où j'étais aussi assez contente, c'est de me dire qu'en fait, avec mon oreillette là, puis ces histoires que je raconte, j'ai appelé cette performance, cette exposition porte-parole. J'aime assez bien cette position-là, même si elle implique quand même des choses un peu politiques, parce qu'un porte-parole, c'est quoi? Un porte-parole du gouvernement, enfin, ça, c'est quand même une image assez forte. Mais j'aimais bien cette idée de me dire, de restituer la parole de quelqu'un, dans un contexte maintenant qui, bien sûr, par rapport à la migration, est très compliqué, très médiatisé, mais justement de restituer la parole de gens qui sont pas des migrants maintenant. Enfin, j'aurais pu faire ça, hein, j'aurais pu aller interviewer des migrants. Mais j'aimais bien cette idée de travailler avec la mémoire aussi, c'est-à-dire avec une femme dont la migration s'est faite il y a 40 ans, et une femme rome qui, en fait, aussi a migré il y a finalement assez longtemps, parce qu'on parle de la Syrie, on parle de ce qui se passe maintenant, ça prend une place énorme, ce qui est normal, parce que c'est une situation assez dramatique, mais parfois, le média et la force des médias fait qu'on oublie que la migration, c'est... Enfin, il n'y a pas les bons migrants syriens et puis les autres. C'est quand même un petit peu tendu finalement, hein, c'est l'image de la migration maintenant. Et ouais, donc j'étais contente parce que finalement ça m'a fait parler de quelque chose qui me tient à cœur, sans non plus appuyer trop fortement sur l'idée de la migration. Et puis en restituant la parole de quelqu'un, moi-même, j'ai pas l'impression de devenir cette autre personne, hein, je me mets pas dans la peau de... Parce que justement, j'ai jamais pensé que j'étais comédienne. Ça veut dire, je crois que par ce principe de l'oreillette-là, je me mets dans une espèce d'entre-deux qui n'est pas devenir l'autre, comme on pourrait faire sur scène, hein, où vraiment on incarne. C'est pas vraiment de l'incarnation de personnage. C'est une espèce d'entre-deux, une pseudo-incarnation, enfin je sais pas comment, une petite incarnation. En même temps que je suis là, moi, pendant la performance, je montre mes images. Donc j'aime bien cette position-là. C'est une position sur laquelle j'ai encore envie de travailler. Et sur laquelle, a priori, je vais encore travailler beaucoup, parce que je viens d'apprendre que j'allais avoir un gros projet cet été sur scène, de nouveau, normalement. C'est pas encore confirmé.
Donc je vois que je suis à un moment où voilà, se développe quelque chose de nouveau qui est à la fois photographie. J'ai aussi envie finalement, ça m'a redonné envie cette exposition de redévelopper aussi des projets photographiques qui soient peut-être que des projets photographiques. C'est-à-dire de me mettre dans une position maintenant où je pourrais faire de la performance avec des images, mais aussi des images, peut-être un livre, peut-être... donc ça m'a aussi reconnecté à la photographie qui m'avait, c'est vrai, il y a quelques années, un petit peu lassé, en tout cas, ce que je faisais avant. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Merci Loane. Moi j'ai eu la chance d'être présent vendredi passé, donc je trouve particulièrement touchant ce que tu nous racontes, comme ça j'arrive encore à mieux comprendre la performance que j'ai vue. Quel serait le beau compliment que j'aurais pu te faire après cette performance à tes yeux? Comment est-ce que tu as envie de recevoir le retour de ton public? J'ai eu énormément de retours positifs qui m'ont beaucoup touchée. Je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est difficile de répondre à cette question. Je crois que quand les gens me disent que ça les touche, c'est important pour moi. J'assume assez bien le fait que tout ce que je produis, j'ai besoin que ça parle, quoi. J'ai besoin que ça parle, et en fait cet élément de narration, moi ça me plaît beaucoup de pouvoir faire quelque chose qui puisse à la fois être compris par des gens qui viennent du milieu de l'art, et je vais pas du tout le cacher, hein, ça me plaît beaucoup que ce que je fasse maintenant puisse être aussi apprécié par des gens du milieu de l'art contemporain, par des gens du théâtre, par des gens qui viennent d'institutions assez pointues, etc. Donc ça, c'est important pour moi. Parce qu'il y a des histoires de carrière, parce que ça ouvre d'autres portes, etc. Donc ça, bien sûr, c'est chouette. Et je remarque que je trouve ça aussi super que des gens qui connaissent rien à l'art puissent venir vers moi puis me dire j'ai adoré, ça m'a beaucoup touché, vos histoires, Donc je crois que les compliments qui m'ont beaucoup touché vendredi, c'était que ça avait touché les gens. Et que aussi, je crois que c'est ça qui me touche le plus quand les gens me disent que ça tombe au bon endroit. Ça veut dire ni dans le pathologique, parce que par exemple, si j'avais demandé à cette femme rome de venir et puis qu'elle vous racontait cette histoire, ça aurait été insupportable. C'est insupportable, c'est hyper dur. Parce que moi, elle m'a raconté à la maison, elle est venue chez moi, et puis en fait, il y a toute une histoire de manipulation là derrière, parce que elle sait que si elle pleure devant moi, elle va faire pitié, comme je lui donne de l'argent de temps en temps en bas de la maison. Enfin, il y a tout un jeu compliqué, hein. Moi, je veux pas être naïve par rapport à ça. Donc, à un moment donné, quand elle me raconte l'histoire, elle se met à pleurer. Et j'ai aucune idée de savoir si elle se met à pleurer pour de vrai, je peux pas savoir, ou si je sais pas à quel point elle me manipule ou pas. Donc c'est très compliqué comme position de ma part. Et si je la fais venir devant vous, c'est insupportable pour tout le monde. Je pense que vraiment ça nous mettrait tous dans une situation intenable. De la même manière, si je prenais ma tante et qu'elle racontait l'histoire, on tomberait quelque part dans une histoire de bons sentiments, etc. Et moi, j'aime bien cette position où je suis parce que je répète des mots, mais je surjoue pas des mimiques, etc. Je reste assez froide dans ma forme d'interprétation, aussi dans les images. C'est-à-dire que j'amène pas du drame. Et en même temps, je crois que ça touche les gens. Donc, je crois que c'est ça qui me plaît le plus, compliment, c'est que les gens soient touchés, que des gens qui, a priori, viennent parfois de milieux de l'art contemporain, qui sont des fois des milieux assez durs, hein, où il n'y a pas beaucoup d'émotions, et qui me disent que ça les a touchés. J'ai fait une performance en décembre, où je crois que aussi j'ai fait rire les gens, et ça aussi j'aime bien. Là, c'était pas très drôle vendredi passé, c'était pas censé l'être, mais parfois ça l'est. Donc je me dis, quand ça peut être drôle, pour moi, ça me plaît aussi. Et puis oui, quand on me dit que c'est quelque chose de particulier, ça veut dire que ce que je fais a sa place et que ça n'a pas été fait encore vraiment beaucoup de cette manière-là. J'ai l'impression que peut-être je suis pas trop à côté, quoi. Moi, je me posais la question, Loane, d'où vient l'inspiration. En fait, quand on commence par être photographe, on choisit de cadrer des choses. Puis finalement, quand on enregistre des gens, comment est-ce qu'on va cadrer leur récit, comment on va le restituer. À chaque fois, finalement, c'est la même démarche. Donc là-dedans, il y a quelque chose à voir avec l'inspiration. Et moi, c'est justement la question que je me pose. Qu'est-ce qui te fait faire tes choix, en fait, quoi?
Je trouve que c'est une question très difficile, l'inspiration, parce que, en fait, moi, je suis jamais quelqu'un qui ait eu une inspiration débordante. Enfin, j'ai pas une pratique, je sais pas, des fois je m'imagine le peintre seul dans son atelier qui tous les jours produit de l'art. Moi, c'est pas le cas. Il y a plein de jours, où, plein de journées, plein de moments où je produis pas de l'art. Parce que j'ai autre chose à faire, déjà, je travaille, mais parce que mon cerveau est pas toujours en mode production artistique. Et j'ai remarqué avec un peu d'angoisse maintenant que... alors l'inspiration pour les photographies, quand je faisais ma série de photos d'autoportrait, c'était assez facile, parce que finalement c'était un protocole. C'était un lieu, un geste, un lieu, un geste. Et c'était une chose qui se répétait comme ça. Au bout d'un moment, c'est devenu ennuyeux, d'où l'arrêt de la chose. Maintenant, l'inspiration, le truc avec les récits, c'était un peu une forme de chance, quoi, une sorte de hasard. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez similaire d'enregistrer une histoire. Il y a un début, une fin, et il y a aussi un protocole. Ça veut dire que je demande aux gens un certain nombre de choses. Je leur dis, bah, si par exemple vous vouliez me raconter une histoire, hein, parce que j'ai demandé à plein de gens, si quelqu'un d'entre vous me racontait une histoire, eh ben, je lui demanderais d'essayer de se rappeler de l'histoire et de refaire le chemin de l'histoire dans sa tête. Hein, c'est comme de la revivre. Je lui demanderais d'éviter justement un petit peu les sensations, enfin que je m'intéresse pas trop à c'était super, etc. Que c'est plutôt vraiment de revivre l'aventure et que donc ça cadre une certaine forme de protocole. Et puis je pense que quand on demande aux gens de raconter des histoires comme ça, on prend une forme de pouvoir aussi. Hein. On a le pouvoir sur l'autre, on enregistre, on photographie. Bien sûr, là je me photographiais moi, mais quand on prend une photo de quelqu'un, il y a aussi, on cadre, on choisit, on fait un choix. Maintenant, moi j'ai une inspiration maintenant qui vient dans l'urgence. Alors c'est pas très agréable, j'aimerais mieux qu'elle vienne un peu plus... Je vais essayer pour mon prochain truc cet été, je vais essayer de travailler un peu moins dans l'urgence, mais je me rends compte que je travaille très bien quand il faut absolument trouver des solutions. Toutes les photos de ma dernière exposition, il y en a 7, j'en ai fait 5 dans la semaine avant, 10 jours avant le vernissage. Ça a été l'angoisse totale. Hein. Je me suis retrouvée à devoir les faire coller, monter. J'ai dû travailler jour et nuit. Voilà. Je travaille assez bien comme ça. Et c'est comme si, à ces moments-là, quand il faut trouver une solution, quand vraiment il n'y a plus le choix, parce qu'autrement l'exposition elle va pas avoir lieu, eh ben j'ai l'impression que dans la tête les choses se mettent en place, puis ça fait ah oui ça va marcher avec ça comme ça. Mais je sais pas si c'est un très bon système. Sincèrement, je me dis que peut-être je pourrais améliorer un peu la chose et puis développer ça aussi à des moments où il n'y a pas le stress de faim, parce que c'est pas toujours possible en fait de travailler comme ça. Je crois que l'inspiration maintenant, elle vient d'abord de qu'est-ce que je vais enregistrer comme histoire. J'écoute une histoire, cette histoire elle me fait penser à des choses, à des images, à des images à moi ou à des images qui ne sont pas à moi. Dans une des performances que j'ai faites cet été, celle qui était plus longue, je raconte à un moment donné l'histoire d'un ami qui est parti en Égypte et puis le voyage, on va dire, se passe mal. Dire tout fout le camp, pour dire les choses comme ça. Il arrive là-bas et puis il n'y a rien qui va comme il se fait arnaquer le premier jour, après, le premier jour il se fait arnaquer, il perd 800 balles, voilà, hein, ça part comme ça. Et je ne sais pas pourquoi je fais une association d'idées, Égypte, plongée. Moi j'ai fait de la plongée en Égypte. Mais j'ai pas fait de vidéo ni de photos de plongée. Et donc je vais sur internet et je regarde pendant un moment des vidéos de plongée en Égypte, dans les endroits où je suis allée plonger. Et finalement je trouve une vidéo qui n'a rien à voir avec la plongée en Égypte, qui est une plongée spéléo, vous savez les gens qui font de la plongée dans des grottes. Mais c'est pas du tout en Égypte, je sais même plus où c'est, en Asie, je sais même plus où vous dire où c'est. Et pendant que je raconte dans la performance cette histoire de cet ami en Égypte, eh ben je branche un vidéoprojecteur et derrière moi, il y a cette vidéo hyper angoissante parce que ça se passe dans une grotte comme ça, puis qu'on entend les bruits de sa respiration, enfin vous voyez le bruit de la plongée comme ça, et on entend le bruit des bouteilles de plongée qui se cognent au mur, enfin à la grotte. Et donc ça marche comme ça. Ça veut dire, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on projette de l'histoire de l'Égypte dans cette image-là, mais il n'y a pas de lien, vraiment. Mais ça se fait comme ça, c'est des espèces d'associations d'idées, mais tout le temps maintenant à partir des récits.
c'est les récits qui me donnent des idées pour les images. Et après, dans la performance, j'essaye de faire le lien entre les deux. Mais j'ai pas l'inspiration qui fait... Enfin, si, de temps en temps, mais c'est rare, c'est agréable. Tout d'un coup, les moments où tout d'un coup les idées viennent, je me suis rendu compte, sont souvent des moments de, je sais pas, dans le train, dans le bus. Mais on dit que qu'être dans les transports publics, enfin, quand on est assis dans un train ou en train de conduire ou comme ça nous met dans un état qui est proche de l'hypnose. Enfin, que c'est une forme d'hypnose, en fait. Et que chez moi, c'est souvent des moments où tout d'un coup les choses sortent. Mais c'est surtout pas quand je me mets à une table et que je me dis que maintenant, il faut que je trouve une bonne idée. Ça marche jamais. Donc, c'est très aléatoire, quoi. Très aléatoire, l'inspiration. C'est encore un peu mystérieux pour ma part. C'est visiblement la possibilité que tu as de lâcher prise et de faire confiance aux éléments pour s'imbriquer aussi. Ouais, c'est dur parce que par exemple dans cette dernière exposition, quand je devais choisir de faire des photos pour l'expo, là, pour cette performance sur ces récits de ma tante et de la femme roumaine, des fois l'inspiration elle dit des choses fausses. J'ai fait une photo, j'ai passé une journée à faire des photos d'une boîte, je sais pas pourquoi. Et puis en fait, ça marchait pas du tout. Donc parfois, elle trompe. On peut pas toujours faire confiance. Il faut accepter d'avoir l'inspiration, de se tromper, de recommencer. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... Finalement, l'inspiration chez moi, elle vient le mieux quand je suis en travail. Quand je suis en train de travailler, il y a d'autres idées qui viennent, etc. Mais m'asseoir à la terrasse d'un café, comme ça, en disant maintenant que la muse de l'inspiration tombe sur moi, ça n'a jamais marché comme ça. C'est souvent... quand les premières idées sont venues, qu'il y a eu des erreurs, etc., c'est comme si ça se reconfigurait pour finalement arriver à quelque chose. Mais après, ça pourrait toujours être mieux, finalement, je crois. Question par rapport à ces histoires, comment vous les trouvez? Alors, j'ai toute une petite série, par exemple, j'avais fait quand j'étais à l'école encore à Genève, j'ai toute une série de gens qui se sont perdus dans la nature. Donc ça, c'était un peu je sais pas pourquoi j'avais commencé avec ça. J'en ai, je pense, une petite dizaine de récits dont j'ai fait 2 ou 3 performances différentes. Et puis là, c'était assez facile. Alors pourquoi les gens qui sont perdus? Parce qu'en fait, je suis assez fascinée par ça, de me dire qu'on peut encore, dans un monde connecté, en fait, se perdre. Et beaucoup de gens que j'ai interviewés, enfin, une des histoires qui marche le mieux, c'est une femme qui s'est perdue à Villars et qui voyait encore la plaine. Ça veut dire que c'est pas qu'elle était non plus dans le désert, hein. Mais en fait, on peut se perdre. J'aime bien cette idée qu'on puisse perdre tous les repères, l'urgence que ça crée, l'angoisse aussi, hein, et en fait, du moment où on se retrouve, tout revient à la vie normale. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans les histoires, c'est cette espèce d'interruption de la vie, ma tante sur un bateau, et après une autre vie. Et qu'est-ce que ça change en termes identitaires? Qu'est-ce que ça transforme en nous? Puis je pense que ça transforme beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les gens, quand ils me racontent leurs histoires, ils revivent et des fois, ils sont stressés. C'est pas toujours évident de re-raconter un truc qui a été un peu difficile. Et là, pour cette histoire de gens qui sont perdus, je passe beaucoup par Facebook, mail. Je mets des petites annonces comme ça, je fais partager à des gens. Puis après, des gens me répondent. Des fois, c'est des amis, des fois, c'est des gens que je connais pas. Puis après, je les rencontre, si possible, dans un endroit un peu calme. Et je fais une prise de son un peu, pas très bonne qualité, mais assez bonne qualité pour que moi je puisse l'entendre après dans mon oreillette. Par contre, pour cette histoire de personnes, de migration, j'ai d'abord eu l'idée de la femme roumaine, parce que je la voyais tous les jours, maintenant elle est en Roumanie, mais je la voyais tous les jours, et puis je trouvais assez dingue comme elle me parlait, et en fait je comprenais tout sans comprendre rien. Parce que vraiment, elle parle, je sais pas comment vous dire, elle a appris, ça fait 4 ans qu'elle vient régulièrement, donc c'est des verbes suivis de je, moi, etc., mais elle décline pas, elle se plante, mais en fait on comprend, comme au bout d'un moment, on comprend ce langage, et je trouve ça très intéressant. Et puis je me suis dit, ah tiens, je vais lui demander. Et puis ça me touchait aussi, parce que je me dis, mais en fait c'est des gens qui souffrent tellement, et puis qui ont une vie tellement terribles, et puis qui sont là depuis tellement longtemps aussi, les Roms, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on les voit, ils sont pas tellement aimés, et puis moi j'avais une relation assez agréable avec cette femme, alors un peu, voilà, où elle attend aussi que je lui donne un peu d'argent de temps en temps, mais elle me bénit à chaque fois. Et puis je lui ai proposé de venir à la maison, voilà. Et puis après, en fait, c'est en pensant à ma tante qui habite aux États-Unis maintenant,
et qui est venue à Noël voir la famille ici. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je lui demande à elle. Ça m'est paru tout d'un coup un peu évident qu'il fallait que je fasse ça. Et je pense que cet aspect de me reconnecter à mon histoire, c'est important, même si je pense pour la suite, je vais pas forcément faire que travailler avec ma famille. Hein. Mais je pense que tout ce projet-là me reconnecte moi avec un passé que j'ai pas vécu. Enfin, et je pense qui doit être aussi un peu à l'origine de toute cette recherche sur les gens qui se perdent, etc. Je pense qu'il y a toute une histoire sur le déracinement, la perte de soi, la perte d'un pays. Enfin, je pense que tout ça est lié. Mais j'ai beaucoup passé par des annonces, mais en même temps, j'irai pas jusqu'au point de passer des annonces dans le journal. Parce que je pense que là, je tomberais sur des gens qui auraient besoin de se confier, puis l'idée n'est pas que je sois un réceptacle à problème non plus. C'est-à-dire que je dois aussi me protéger. Donc c'est un peu des semi-connaissances. Mais il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés, une de celles que j'ai faites qui a le mieux fonctionné, je pense, de performance, c'est une femme que je n'avais jamais rencontrée, qui était la cousine d'un ami, de machin, que je connaissais sur Facebook. Donc je passe par les réseaux sociaux le plus souvent. Une relation de confiance alors qui s'établit entre vous deux, entre la personne et vous, pour qu'elle vous raconte son histoire, qui n'est pas forcément une histoire dramatique, mais puis qui vous fait confiance sur la restitution aussi. C'est pas le plus difficile, parce qu'en fait, les gens, quand ils voient l'annonce, ils me connaissent pas. Pourquoi j'irais raconter mon histoire à cette fille, etc. Maintenant, y a quelques gens qui me connaissent un peu à Lausanne, donc peut-être ça serait un peu plus facile. Maintenant, je pense que je suis assez bonne pour mettre les gens à l'aise. Et puis, tout de suite, je leur dis que le récit est pratiquement anonyme. Ça veut dire, je fais pas d'image d'eux. Leur voix va peut-être s'entendre un petit moment, parce que par exemple, dans la dernière performance, avant que je prenne la parole, je passe avec des haut-parleurs pendant 30 secondes la voix de ma tante. Donc on entend la voix de ma tante, et au milieu de sa phrase, j'interromps ce son, et moi je prends la parole. Donc je la remplace dans la parole, vraiment au milieu d'une phrase. Mais il n'y a pas de reconnaissance. Ça veut dire que finalement, par rapport au stress que ça implique de devoir aller photographier les gens, parce que les gens, quand il faut les photographier, ils sont toujours super stressés. Parce qu'ils ont peur, ils vont, je vais être moche, je vais être machin. Finalement, d'arriver en disant, voilà, vous me racontez une histoire, c'est sympa, merci beaucoup, mais vous ne serez pas reconnu, c'est-à-dire vous prenez aucun risque en termes d'être, s'il faut, je change les prénoms, etc. Ça fait que ça calme un petit peu déjà. Et puis après, des fois, ça m'est arrivé que ça marche pas. Hein. Ça veut dire soit que les gens aient de la peine à raconter, soit qu'ils soient plus assez capables de s'en souvenir, soit que ça dure seulement 1 ou 2 minutes, puis c'est trop court. Mais après, je crois que j'ai cette capacité de mettre les gens assez à l'aise. Donc, pour l'instant, ça a toujours un peu fonctionné comme ça. Maintenant, c'est vrai que si j'allais sur des sujets très sensibles, là, je pense que la roumaine, la Rome, c'était très bien parce que je suis allée avec le médiateur des Roms. Il y a un jeune roumain qui est médiateur parce il s'est marié avec une Suissesse, donc il parle français. Et avec aussi le photographe Yves Lerèche. Et on a été ensemble, les 4, vers elle, pour qu'elle comprenne ce que je voulais. Parce que ça, c'est important pour moi, c'est qu'elle sache ce que je fais avec ça. Donc, elle a compris que c'était pour un projet artistique, elle a compris que je ne voulais pas la payer pour ce récit, puis elle a accepté de le faire. Maintenant, si je devais continuer avec cette histoire je pense à 2-3 personnes, par exemple, j'aimerais bien enregistrer le jeune vendeur tamoul de l'épicerie tamoul qui est en bas de chez moi, que je connais bien, je vais tout le temps, c'est ouvert jusqu'à 22h, donc c'est un peu l'épicerie de secours au centre-ville. Et on se tutoie, salut, ça va, machin. Et j'aimerais bien peut-être lui demander de me raconter. Et là, je sais que ce serait facile parce qu'il y aurait un contact direct, donc on pourrait établir une sorte de confiance. Maintenant, je pense que oui, il y a des récits auxquels j'ai échappé parce que les gens se sont dit, mais pourquoi j'irais lui parler? Je la connais pas. Mais comme je connais beaucoup de monde à Lausanne, vu que je suis une lausannoise pur jus, ça fait déjà un certain nombre de gens qui sont d'accord de me parler. Moi, je voulais juste vous demander, quand vous dites aux gens que vous allez leur demander de vous raconter leur histoire ou une histoire, et que vous leur dites que vous allez en faire une performance artistique, comment est-ce qu'ils reçoivent ça? Parce qu'ils se livrent quand même beaucoup, c'est des choses assez personnelles. Et puis, je me demandais comment ils considéraient ça. Alors, ça dépend un peu qui. Par exemple, dans
cas de ma tante, elle m'a dit un peu, je te fais confiance, vas-y, fais ce que tu veux. Enfin, il y avait ce rapport. Voilà, c'est ma tante, quoi. Il y avait ce rapport un peu simple. Après, la question, c'est finalement bizarrement assez peu posée, parce que les gens qui m'ont rencontré, j'ai l'impression, avaient tout de suite, d'une certaine manière, accepté de faire une forme de don. Et à certaines personnes, je leur ai montré déjà le travail qui avait été fait avant. Je leur avais envoyé des liens vers des vidéos sur YouTube ou comme ça, ce qui fait qu'ils pouvaient voir à quoi ça allait ressembler. Ce qui fait qu'en termes, en tout cas, d'ego, ils sentaient qu'ils n'allaient pas avoir besoin d'être mis en avant. Après, je dis toujours aux gens qu'ils racontent ce qu'ils veulent bien me raconter. Ça veut dire que, en fait, ils peuvent faire l'impasse. Moi, j'aime bien cette histoire. Enfin, j'ai écrit tout mon mémoire de master sur l'idée du récit. Et il y a une partie de mon mémoire où je dis qu'en fait, quand on se raconte soi-même, ce qui est d'ailleurs exactement ce que je suis en train de faire maintenant, déjà, la mémoire, l'oubli, il y a donc déjà une transformation qui s'opère par rapport à la réalité. Et puis, j'avais cité un philosophe français, bref, qui dit que quand on fait récit de soi, on crée une fiction, et que cette fiction qu'on crée, on la crée afin de créer un lien entre soi tel qu'on se raconte aux autres, et puis, enfin, le soi par exemple, Lohan sur qu'est-ce que c'est cette identité de Lohan qui est censée ne pas être immuable. Enfin, l'image que j'ai de moi qui change pas, et l'image que j'ai de moi qui change toujours. Et que se raconter, c'est faire le lien entre ces deux self, comme on dit, ces deux soi. Et que même j'avais lu des choses qui disaient que certains malades, certains schizophrènes, certaines personnes qui ont des problèmes psychiatriques sont des gens qui n'arrivent pas à faire le lien entre soit l'identité que je définis comme étant à long terme et cette identité qui est tout le temps en train de bouger. Et donc, faire récit de soi, c'est on se fictionnalise, on fictionnalise sa vie, on fictionnalise un peu les événements. Et cette fiction-là, finalement, elle laisse une forme de liberté aux gens. Ça veut dire, on me raconte ce qu'on veut bien me raconter. J'établis un protocole. J'ai jamais demandé aux gens, justement, je veux pas ça, raconter la souffrance, raconter. C'est pour ça que je me concentre principalement sur des aventures qui sont des aventures physiques. J'ai jamais été enregistrée, je sais pas, raconte-moi ton divorce. Non, je m'intéresse pas à ça. J'aime ces histoires de déplacement, d'aventures qui se sont passées quelque part, qui ont transformé quand même, mais qui sont pas des aventures pathologiques, qui sont pas des souffrances psychiques. Ça, je veux pas. Je pense que là, j'irais sur un terrain qui serait un peu, qui me conviendrait pas, qui ferait du mal. Et je pense qu'on peut parler de la vie et aussi des histoires psychologiques en décalant. C'est comme si on décadrait un peu, au lieu de photographier la souffrance pure, on parle de sujets qui sont un peu de côté, sur la marge, mais qu'à travers ces sujets-là, on raconte des choses qui sont aussi de l'ordre de l'émotion et de la vie. Et je pense que ma tante, quand elle me raconte le bateau, c'est très beau, il y a des moments où elle dit des choses qui, moi, me touchent beaucoup, mais elle me raconte pas le deuil du pays, mais à travers ça, on comprend quand même le deuil, on comprend quand même la séparation, on comprend les difficultés. Donc moi j'aime bien cette marge-là. Ce qui fait que j'ai pas eu de problème parce que je me suis jamais intéressée à des sujets graves ou directement tristes. Comme vous racontez la naissance de cette performance, on a l'impression qu'au fur et à mesure que vous faites de nouvelles performances, vous ajoutez des éléments ou vous complexifiez un peu les choses. Là, vous avez intégré un moment la voix de votre tante, vous mettez le projecteur sur des photos. Est-ce qu'il y a vous avez le sentiment qu'il y a encore des choses à explorer, ajouter, ou que contrairement à votre projet photographique où vous aviez un sentiment un peu de répétition, là c'est plus ouvert? Là, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à expérimenter et aussi que je tiens pas non plus à rester attachée à cette oreillette pendant les 10 prochaines années de ma vie. Ça veut dire que là, c'est un passage comme ça qui se fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à expérimenter parce que j'ai, par exemple, toujours travaillé seule. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un d'autre que moi qui vient avec moi sur scène? Est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle parle pas?
J'ai encore utilisé très peu de moyens techniques. Et là, si je fais ce plus gros projet bientôt, qui sera a priori de nouveau sur scène, ça va me poser plein de questions. Justement, comme j'ai dit avant, j'ai encore très peu exploré la dramaturgie. J'ai encore très peu exploré qu'est-ce qu'on peut, comment les moyens qu'on peut avoir pour produire quelque chose sur le public. Par exemple, la lumière. J'ai mon projecteur, etc. Mais les moyens scéniques qu'on peut avoir, les moyens sonores, j'ai encore, par exemple, envie de peut-être des fois encore plus mixer des récits. Qu'est-ce que ça fait si on prend plus de voix différentes et puis qu'on reconstruit un récit à partir de plein de voix? J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de possibilités, beaucoup d'ouvertures, mais qui sont liées à tout, aux images. Et puis là, la question qui se pose, comment, dans un centre d'exposition, c'est facile de mettre des images au mur, mais sur scène, qu'est-ce qu'on fait avec les photographies? C'est pas pareil. On n'a pas de mur. Les gens là, vendredi passé, ils étaient au milieu des images. Ils marchaient à côté de moi. Sur scène, ils sont assis la plupart du temps. Enfin, après, on peut changer un petit peu les dispositifs, mais je pense que j'ai encore beaucoup à explorer parce que j'apprends. Je ne lâche pas la photo. Ça reste. D'ailleurs, je suis prof de photo depuis 5 mois, donc c'est même plutôt quelque chose qui est plus présent maintenant qu'il y a 5 ans. Mais j'apprends beaucoup de la scène ces temps-ci. Je me retrouve beaucoup au théâtre. J'apprends beaucoup avec des personnes autour de moi qui sont plutôt des spécialistes du théâtre que des spécialistes de la photographie. Ce qui fait que je me sens vraiment dans cette période assez excitante d'apprentissage. Donc pour l'instant, je pense pas que ça va être trop répétitif. Puis c'est vrai que la première chose là qui risque de beaucoup changer ces prochains temps, c'est de me dire ok, qu'est-ce que ça fait si maintenant je fais venir d'autres gens avec moi sur scène? Comment l'histoire de présence. Je sais que je suis assez, disons, efficace dans la présence. Ma présence à moi, elle fonctionne avec les gens, ça je le sais. Mais est-ce que maintenant il y aurait une manière de faire où il faudrait intégrer d'autres présences? Donc ça veut dire les diriger. Donc ça veut dire, je veux dire, ça ouvre un nombre infini de possibilités. Si un jour j'arrête d'utiliser l'oreillette, est-ce qu'il s'agit d'interpréter? Et s'il s'agit d'interpréter, comment interpréter? Le simple fait que je me rende compte maintenant, parce qu'un ami me l'a dit, mon compagnon me l'a dit, que je sais pas très bien poser ma voix. Je sais bien parler, mais je sais pas poser ma voix. Je parle beaucoup avec la gorge. Et quand il s'agit de faire un peu du son, je sais pas tellement passer avec les poumons. Il faudrait que j'apprenne un peu ça. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup de choses à explorer. Peut-être qu'un jour je ferai des photographies seulement d'un côté, puis que sur scène je ferai des choses qui sont pas liées à des photographies, mais je me plais bien à être dans ces deux milieux. Je trouve que c'est très libérateur de pas être forcément que dans un milieu, un champ, de pouvoir passer un peu allègrement de l'un à l'autre. Je trouve ça très agréable. Tu es maman, est-ce que tu pourrais envisager de faire une performance qui s'adresserait aux enfants, avec des récits d'enfants? C'est marrant que tu poses la question parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour, après la performance, m'a dit c'est intéressant, il faudrait penser à ça par rapport aux enfants. Et j'ai essayé d'enregistrer ma fille. Et ça n'a pas marché cet été parce que elle a pris ça comme... En fait, elle s'est sentie une pression très forte et puis elle a flippé en fait. Elle n'a pas réussi à raconter. Pourtant, j'avais une histoire en tête qu'elle m'avait racontée, qu'elle a vécue et j'étais pas là, une histoire où elle était avec son père. Ça n'a pas fonctionné. Et elle est venue me voir au spectacle que j'ai fait cet été pour lequel j'avais essayé de l'enregistrer, mais finalement j'ai pas pu utiliser son récit. Et après elle m'a dit mais j'ai compris maintenant ce que tu fais et peut-être la prochaine fois si tu veux on peut réessayer. Donc en tout cas je trouve que la parole de l'enfant ce serait très intéressant parce que ils ont déjà une diction, une manière de raconter des histoires qui est complètement différente de la nôtre. Et en même temps, comme moi, après, je pourrais répéter avec ma voix, vu que c'est toujours ma voix, ça éviterait ce côté un petit peu mignon d'utiliser la voix de l'enfant telle qu'elle. Enfin, c'est ça qui est pratique avec mon histoire de répétition, c'est qu'en fait, je peux faire n'importe quelle voix et ça enlève un peu tous les clichés. Non, pour les enfants, je serais pas contre, mais je crois que... En tout cas, ma fille a vu mon spectacle cet été, j'ai des amis qui sont venus, elle a vu presque toutes mes performances, et j'ai des amis qui sont venus avec leurs enfants aussi, et ils ont toujours... Alors peut-être la dernière un peu moins, parce que la migration, c'est peut-être quelque chose auquel ils sont moins sensibles, mais les histoires de se perdre dans la forêt, alors ça marchait super bien.
Maintenant, je le ferai pour les enfants, oui, peut-être à condition un peu qu'on me le demande. Enfin, ce serait peut-être pas la première chose que je ferais parce que j'ai tellement de choses à essayer avant. Mais si on me proposait un projet qui serait destiné aux plus jeunes, bien sûr, je serais ravie de le faire. Parce que, en fait, ça change pas la manière dont on produit, c'est juste qu'on pense peut-être le spectateur un peu. Et la scénographie peut-être un petit peu différemment, mais ouais, vraiment, ce serait chouette. Mais j'aimerais bien, avec ma fille, essayer encore. Il faut que je revoie si elle est d'accord de réessayer une fois. Très bien, Loane. Merci beaucoup pour ce bon moment. Merci.